Voilà. Alors, on passe directement à notre invité. On est encore là. Il pleut déjà sur Kinshasa, la ville, la capitale de la République démocratique du Congo. Il pleut. Alors, Constitution, sa révision divise la classe politique. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec un juriste. Celui-là, c'est M. Scotty. Bienvenue. Bien, merci, M. Jean-David Kilolo, de Oui, l'invitation. Vous portez bien? Très très bien, par la grâce des dieux. Voilà, M. Scotty. La révision constitutionnelle, ça suscite maintenant un débat. Un débat et les choses deviennent de plus en plus un peu coincées de partout là. Alors, quel est votre avis par rapport à cette question sur la révision constitutionnelle? Mon avis, contrairement à plusieurs avis que j'ai pu observer sur la toile, sera objectif, sera mesuré et objectif. J'ai comme remarqué que cette question n'est pas analysée ou n'est pas étudiée avec tous les sérieux possibles. J'ai remarqué que tous ceux qui s'adonnent à son analyse ou qui réagissent par rapport à cette question les font après avoir observé la question sur l'angle du parallaxe monoculaire plutôt que de le faire sous l'angle du parallaxe binoculaire. Vous savez, Jean-David, quand je parle de l'angle sous l'angle du parallaxe monoculaire, c'est que vous allez observer avec moi que quand vous regardez un objet de loin avec un seul œil, vous avez comme tendance à voir que l'objet prend la direction de l'œil avec lequel vous le regardez. Il suffit pour vous de changer un autre œil, vous allez comprendre que l'objet aussi se déplace dans le sens de l'œil qui sera ouvert. C'est ce que je constate. On doit plutôt regarder cette question avec nos deux yeux, sous l'angle du parallaxe binoculaire. Et lorsque l'on s'adonne à un tel exercice, on comprendra qu'il est plus qu'essentiel aujourd'hui de réviser ou de changer la Constitution. Il est plus qu'essentiel? Oui, il est réviser. Oui, il est vraiment opportun de réviser et de changer la Constitution. Parce qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui auxquelles la Constitution actuelle ne sait pas donner des réponses. Je vois ou je remarque que ceux qui s'opposent à la révision constitutionnelle, par exemple, ne veulent pas reconnaître au président de la République, par exemple, ses droits d'initier la révision constitutionnelle. Vous savez, nous sommes très exigeants quant au respect de nos droits et libertés fondamentales, nos droits fondamentaux et libertés fondamentales. Quand il s'agit par exemple du droit à la vie, nous sommes très exigeants vis-à-vis de l'État congolais. Quand il s'agit du droit à l'éducation, quand il s'agit du droit à l'accès à l'eau potable, nous sommes très exigeants vis-à-vis de l'État congolais. Parce que ce sont nos droits, nous voulons qu'ils soient reconnus. Ce sont nos libertés, nous voulons la liberté d'expression, par exemple la liberté des religions, nous voulons qu'elle soit reconnue. Mais il faut aussi, la démocratie, c'est dans tous les deux sens. Il faut aussi que l'on puisse reconnaître au président cette prérogative qu'il tient de l'article 218 de la Constitution de pouvoir initier une révision constitutionnelle. Il ne faudrait pas qu'on puisse lui prêter des intentions ou encore lui faire un faux procès. Vous comprenez? C'est un peu ça. Aujourd'hui, dans la classe politique, j'ai remarqué dans les passés que la classe politique exigeait assez que soit supprimé les Sénats, par exemple, disant que c'était une institution budgétivore et que les sénateurs jouent le même rôle que les députés, et les députés peut-être les feraient beaucoup plus mieux, étant donné que les sénateurs sont dépourvus du pouvoir de sanction, vous comprenez? Et après, on s'est dit que les sénateurs, ou encore le Sénat, serait une institution budgétivore, même que la majorité de ses membres seraient issus des élections, entachées d'irrégularités ou encore de corruption, vous voyez un peu? Mais comment est-ce qu'on pourrait parvenir à cette résolution si l'on ne touche pas la Constitution? Parce que le Sénat est une institution instituée par la Constitution. Et donc, si on veut aller dans ce sens-là, dire que l'argent qui est, le budget qui est, par exemple, alloué au Sénat, l'orienter vers, par exemple, l'éducation, la paye des enseignants, étant donné que le Sénat serait une institution budgétivore, il faudrait réviser la Constitution et supprimer le Sénat, par exemple. Il y a une autre question aujourd'hui qui fait beaucoup parler dans l'opinion, celle des gouverneurs qui ne savent
pas appliquer leur politique parce qu'à tout moment dérangés par les assemblées provinciales. De là même, j'irais même à évoquer cette question du tribalisme au sein de nos provinces. On dit qu'il serait préférable aujourd'hui que nos gouverneurs ne soient pas issus de la province. Un gouverneur d'une province ne soit pas un ressortissant de là. Cela pourrait favoriser l'unité nationale. Mais l'article 198 de la Constitution, hein, tel qu'il se présente aujourd'hui, ne pourrait pas favoriser une telle initiative. Vous comprenez? Et donc, il faut toucher la Constitution. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est bien de parler de la révision. Il y a une confusion. Il y a ceux qui parlent de la révision. Il y a aussi ceux qui parlent du changement. Moi, par exemple, je soutiens les changements. Les changements? Oui, les changements, pourquoi? Parce que, même du point de vue procédural, cette constitution n'est pas une constitution légitime. Comment elle n'est pas légitime? Elle n'est pas légitime parce mais elle a été soumise par voie référendaire. Oui, mais les peuples, quand est-ce que le peuple est intervenu lors de l'élaboration de cette constitution? On croirait un plébiscite juste pour approuver ou ne pas approuver. Or, une bonne élaboration de la constitution aimerait que les pouvoirs constituants lui-même déjà soient issus de la population. Vous voyez, les gens qui sont censés élaborer la Constitution doivent avoir une légitimité qui leur provient. Alors, qui aura cette légitimité? Par exemple, les congrès aujourd'hui. Les congrès ici? Oui, exactement. Alors, issus des élections démocratiques, l'Assemblée nationale comme le Sénat, issus des élections démocratiques, les députés ont la légitimité de... alors, dans ce cas-là, ça sera comment? Comment le changement se fera? Il y a ceux qui disent que c'est un coup d'État constitutionnel. Lorsque vous voulez, c'est qu'il y ait un changement de la Constitution. Oui, enfin, moi, je ne pense pas que ce soit un coup d'État constitutionnel, parce que la Constitution elle-même, déjà, comme je viens de vous le dire, elle n'est pas légitime. Une Constitution qui a été élaborée par une assemblée, par un pouvoir constituant illégitime, deuxièmement promulguée par un président qui n'était pas légitime. Je n'ai jamais compris pourquoi... Qui n'était pas légitime? Le président Kabila. Il a promulgué cette constitution le 18 février 2006, alors qu'il a été élu président en juillet 2006. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on n'avait pas attendu qu'il soit président légitime avant de promulguer cette constitution, étant donné que la transition était déjà régie par la constitution de la transition. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas attendu un peu, attendre ne fût-ce que ce soit un président élu, un président choisi par la population, avant d'avoir ce pouvoir-là de promulguer la Constitution du 18 février 2006. Donc la Constitution a été élaborée par des gens qui n'étaient pas mandatés par la population, aussi promulguée par un président de la République qui n'était pas mandaté par la population. Et maintenant, dans ce cas-là, lorsque vous parlez du changement, les gens ne vont pas certainement vous donner foi, parce que pour eux, ils disent cette question est venue lors du deuxième mandat du président de la République. Et tout ça, il cherche rallonger son mandat. Je suis tenté, je comprends que chacun ait le droit d'avoir son opinion sur la question. Mais ce que moi je ne supporte pas, c'est que les gens puissent généraliser leur opinion. Aujourd'hui, la personne qui est vraiment habilitée à parler au nom de la population, à prendre une décision au nom de la population, premièrement, c'est le président de la République. Il a été élu à 73%, avec 73% des suffrages exprimés. C'est lui qui a la plus grande légitimité à ce jour. Et donc, s'il est une personne qui est censée connaître ce qui est mieux pour la population, c'est le président Félix Tshisekedi. Tous ceux qui disent qu'il faut faire ceci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela... Mais cela ne fait pas de lui plus congolais que les autres. Non, mais... ça ne fait pas de lui plus congolais que les autres. Il y a des Congolais qui sont là, effectivement. Oui, je vous le concède. Alors, ce qui fait dire, il y a des Congolais qui se retrouvent dans leur pays, qui peuvent aussi émettre leur point de vue. Je vous le concède. Mais lorsque nous élisons un président de la République, c'est justement une manière pour nous de faire de lui garant du bon fonctionnement des institutions. C'est une manière de lui dire, de lui céder notre légitimité. Lui dire qu'à compter d'aujourd'hui, c'est toi qui prends les décisions à notre place.
Vous comprenez? Et donc, toutes ces personnes qui s'opposent à la révision constitutionnelle auraient peut-être, d'après moi, ce serait peut-être adonné à cet exercice électoral, ils n'auraient peut-être pas reçu les voix de la population, vous voyez, mais ils se prévalent quand même de parler au nom de la population. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Et donc moi, je soutiens, si le président de la République aujourd'hui estime, parce qu'il est d'abord le mieux informé de tous, c'est lui qui sait comprendre. Et nous avons par exemple décrié cette question, nous avons tous été contre ces retards à mettre en place un gouvernement issu des élections. Est-ce que ça aussi c'est la Constitution? Mais justement, ou c'est la volonté des hommes? Si aujourd'hui il y a une disposition contraignante, il y a une disposition au sein de la Constitution qui contraint à tout président de la République élu de mettre en place un gouvernement, par exemple, en ayant 30 jours ou en ayant 20 jours, vous verrez que les politiques vont s'activer. C'est sous cette Constitution. C'est sous cette Constitution. Muzito a fait sortir son gouvernement 19 jours après. Matata a fait sortir son gouvernement 10 jours après. Les vieux Gizenga a fait sortir son gouvernement moins de 30 jours après. Alors vous n'avez pas dit que cette constitution a bloqué les chefs de l'État pour faire sauter le gouvernement, alors qu'il avait tout le rouage. Il avait des députés à peu près de la moitié de l'Assemblée nationale. Il pouvait tout simplement décider. Il faut comprendre que c'est des situations différentes, des époques différentes. Du temps du président Kabila, je vais vraiment le dire, nous étions face à une majorité mécanique. Quelle majorité mécanique? Une majorité Godio. Je vais vous expliquer. Et la majorité qu'il y a là, ce n'est pas mécanique. Mais je vais vous... La majorité de l'UDPS. Je m'en vais pour issue des machines à voter. Je m'en vais pour preuve. Où on a remarqué dans plusieurs maisons, il y avait des machines. Lorsque je faisais allusion à une majorité mécanique ou Godio, c'est-à-dire une majorité qui prend pour oui et amen tout ce qui vient du chef. Vous comprenez? Une majorité qui ne peut pas initier une action sans pour autant avoir le consentement du président de la République. Quelle est cette majorité ici sous cette constitution qui peut faire des histoires à l'encontre du président de la République? Mais aujourd'hui, on a par exemple... Vous n'avez pas trouvé ça? Non, mais on a... Vous allez vous rendre compte on a vu des si vous avez une majorité ici, une majorité, vous n'avez qu'à voir. Lorsqu'il y a eu la séparation FCC-Cash, et ceux qui étaient là, ils attendaient juste le mot d'ordre. Tout venait du président de la République. Ça, c'est un système qui a été mis. C'est le système déjà depuis sous Mobutu. Et ça continue. Non, avec Tshisekedi partira, le système restera. Avec Tshisekedi, il y a une différence. C'est quoi la différence? Et la différence, vous allez la remarquer. Allez-y. C'est que depuis que la République démocratique est République démocratique, est un État indépendant, depuis que le Congo est le Congo, nous n'avons jamais vu un ministre tomber sous motion de défiance. Mais avec le régime Tshisekedi, nous avons vécu, il y a un ministre de l'économie qui est tombé après motion de défiance. Nous n'avons jamais vu un ministre tomber sous le coup d'une motion, un premier ministre tomber sous le coup d'une motion de censure. Mais avec le régime Tshisekedi, nous avons vécu ça. Non, ce régime, le contexte était différent. Dans ce contexte-là, c'était les bras de fer. Et c'était les bras de fer. Bon, et la Constitution, la question de la motion de défiance, alors. Oui, voilà, la Constitution elle-même ne prévoyait pas que le président puisse faire tomber un Premier ministre. Voilà pourquoi ils sont passés Exactement, par là. Oui. Oui, mais justement, c'est pour vous faire comprendre que les parlements aujourd'hui, encore l'Assemblée nationale, a cette latitude-là d'user de son pouvoir, vous voyez, de contrôler les gouvernements et de sanctionner. Prenons les cas, par exemple, de la motion de défiance. C'était un ministre de l'économie nommé par Félix Tshisekedi. Vous voyez, vous, un ministre nommé par Joseph Kabila être sanctionné à l'Assemblée nationale. On n'a jamais vécu cela. Cela prouve vraiment qu'aujourd'hui, juste par rapport à cette question de la révision constitutionnelle, il y a un député de la majorité, M. Ngoïka Sanji par exemple, de la majorité, qui publiquement s'oppose à cette question de la révision constitutionnelle. Il n'a jamais été inquiété. Non, il est inquiété. Non. Ça, je vous dis. Ngoïka Sanji... Moi, je peux vous confirmer. S'il vous plaît, Ngoïka Sanji a fait sa sortie médiatique ici, à Télé 50. C'était les premiers à pouvoir d'abord lancer, avant que même le chef d'État ne se prononce à Kisangani. Il était contre la révision constitutionnelle.
Et là, je vous dis qu'il subit des pressions. Les gens lui disent, est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi ou pas? Il y a les gens qui les menacent. Non, mais subir des pressions, être... Des menaces? Non, non, moi je ne pense pas, parce que je ne pense pas. Vous n'avez pas été en contact avec lui pour savoir ça? Enfin, je ne pense pas vraiment, parce que nous savons dans ces pays ce qui représente une menace. Nous savons dans ces pays où jusqu'où peuvent aller une menace, au point qu'une personne puisse l'avouer ouvertement comme ça, ou au point qu'une personne puisse revenir même sur ses positions. Mais M. Ngoïka ne l'a jamais encore fait, parce que justement, même s'il doit subir des menaces, mais je ne pense pas que cela puisse provenir des personnes influentes au sein de la famille politique. Et je vais vous dire, vous voyez, c'est une position que nous respectons. Mais il a au moins osé avoir cette position-là et rester au sein de la majorité. Pourquoi? Parce qu'il sait que les systèmes démocratiques aujourd'hui... Donc, vous, votre majorité, vous tenez... Non, donc votre majorité, vous tenez au changement de la Constitution. Moi, pas notre majorité. Je viens de donner mon opinion à moi. Moi, je dis que si ça ne dépend que de moi, il faut qu'on puisse procéder à un changement de constitution. Pourquoi? Parce que moi, je ne me reconnais pas en cette constitution. Cette constitution est... Même ceux de l'Est, là, ceux qui sont à Rutshuru, si aujourd'hui vous passez au changement, ils vont plus se retrouver. Parce que eux, ils ne vont pas voter. Rutshuru, Masisi, qui sont aujourd'hui sous l'emprise du M23, soutenu par le Rwanda. Je sais que vous êtes prophète, je sais que vous êtes prophète, mais jusqu'à dire qu'ils ne vont pas voter, c'est un peu grave. Non, ça dit que si aujourd'hui, j'ai dit... On ne sait pas ce qui s'est... Non, non, nous sommes en train... Non, nous allons... Dans des jours, non, nous parlons d'aujourd'hui. Parce qu'actuellement, c'est sous occupation. Oui, à mais moins que le chose change. encore pendante. Voilà, c'est pour vous dire ceci. Est-ce que la priorité, c'était le changement de la Constitution? La priorité, c'était la situation dans l'Est? Non, mais la situation dans l'Est est sous contrôle. Qui vous dit que les gouvernements... Sous contrôle? Oui, qui vous dit que les gouvernements aujourd'hui ne considèrent pas la situation à l'Est? Qu'est-ce qu'on a déjà récupéré dans l'Est? Non, mais s'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, il ne faudrait pas minimiser les efforts du gouvernement. Non, non, je ne minimise pas. Nous, on est là pour montrer à la population ce que le gouvernement fait. Oui. Et on continue beaucoup plus à le faire. Et tel que vous êtes là, moi, je ne peux pas vous accompagner dans votre logique. C'est-à-dire que si vous êtes pour la révision, vous allez voir que moi, je vais poser des questions. Si vous êtes contre la révision, je vais vous poser des questions là dans les sens. C'est ça. Donc, mais laissez-moi au moins exprimer. Allez-y. Laissez-moi au moins exprimer. Allez-y. Ce qui prouve même que le gouvernement aujourd'hui se démène, ce qui prouve aujourd'hui que les gouvernements s'activent par rapport à cette question de l'Est, c'est que l'épée des localités qui sont sous occupation les sont ou encore ne voient pas les groupes rebelles avancer pour occuper d'autres localités. Est-ce que vous savez que c'est dans ces pays que Goma, par exemple, est tombé du temps du régime Kabila? Des grandes villes comme Bukavu ont été occupées, vous voyez. Mais ils ont été récupérés. Oui, bien sûr. Mais déjà, nous, on n'est même pas encore à l'étape de tomber. Non, non. Vous voyez, mais nous, on n'est même pas encore à ce niveau-là. Écoutez. Nous, on n'est même pas encore à ce niveau-là. C'est ce qui prouve que... S'il faut faire la comparaison, c'est un terrain glissant. Le nombre d'agglomérations, vous savez, c'est combien actuellement? Non, mais aussi, oui. Vous savez c'est combien? Oui, la comparaison. Vous savez c'est combien? Moi, je veux qu'on puisse aller sur ces terrains-là. Moi, je veux qu'on puisse aller. Alors que sous les efforts diplomatiques, sous les régimes dont vous parlez, les efforts diplomatiques fournis aujourd'hui par les régimes actuels n'est pas comparable aux efforts diplomatiques. Nous, ça produit quoi? Non, mais qu'est-ce que ça produit? Hier, la communauté internationale n'arrivait pas nommément à citer les Rwandais comme étant pays agresseurs. Citer le Rwanda, pays agresseur. Qu'est-ce que ça produit? Mais c'est pour vous faire comprendre que nous commençons déjà à amener les gens, la communauté internationale, à s'intéresser à cette question et aussi à être derrière notre position. Maintenant, il y a ceci. Dans les passés, par exemple... Il y a ceci. La communauté internationale peut aujourd'hui condamner le Rwanda. C'est quoi la suite? Alors que sous les régimes dont vous faites allusion, ils se sont battus. Goma a été tombé. Une semaine après, ils ont récupéré. Mais Goma était quand même tombé. Je vous dis ce que je dis. Okay. Je n'ai pas refusé. D'accord. Et ils ont récupéré. Mais en ce temps-là, Masisi Rutshuru n'était pas tombé. Et actuellement, Masisi Rutshuru est tombé. Il y a plus de 170 agglomérations qui sont sous occupation. Ça fait plus de 3 ans que Bunagana est toujours occupé. Et en plus, depuis que la RDC est ce qu'elle est,
Est-ce que vous pouvez me parler le temps que ça a beaucoup traîné, comme l'occupation actuellement de Bunagana? Non, mais... ça a pris du temps. Oui. Depuis que la guerre dans l'Est, c'est la première fois qu'aujourd'hui, plus de 3 ans que Bunagana est sous occupation étrangère. Et ça, vous ne parlez pas de ça? C'est ça la préoccupation. La préoccupation, c'est que Bunagana, Rutshuru, Masisi soient sous le contrôle des FARDC. Oui, et là, vous allez voir que cette population-là va demander qu'il y ait changement de la Constitution. Parce qu'elle dira non, non, non. Nous, puisque le président nous a aidés à ce que Rutshuru, Masisi, Bunagana soient récupérés, nous voulons seulement ce président-là. Toute cette population-là sait que le président est en train de s'évertuer, est en train de s'employer à ce que toutes ces localités soient désormais sous l'occupation de FARDC. Et ça viendra. Rassurez-vous que ça va venir. Avant la fin, le président de la République vous l'a dit. Quand d'ici 2028, vous vous repentirez de n'avoir pas cru qu'il s'évertuait ou encore il avait cette volonté-là à pacifier les pays. Ces pays seront pacifiés. D'ici, je reviendrai sur votre plateau d'ici 2028 pour vous dire que je vous avais promis que le président de la République le fera et il le fera. Les énergies sont concentrées, les politiques sont adoptées pour que toutes ces localités soient récupérées et ça viendra. Comme quelle politique? Et ça viendra. Je vais pas. On est ici pour parler de la révision constitutionnelle. Non, je reviendrai. Non, ce qui est sûr. Oui, la révision constitutionnelle, si vous voulez qu'on puisse avoir, est complexe. Si vous voulez qu'on puisse avoir oui, si vous voulez ce qui est sûr et complexe, c'est que vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas parler de la révision qu'il faut. Vous n'allez pas parler de la révision constitutionnelle sans pour autant citer l'Est de la RDC. Mais bien sûr, voilà pourquoi vous n'allez pas parler de la révision constitutionnelle sans pour autant parler de la situation sociale. Voilà pourquoi je vous disais tantôt. Voilà pourquoi je vous disais tantôt. Cette question, jusque-là, elle n'est qu'en préparation. Qui vous dit que le temps qu'elle soit mise sur pied ou qu'elle soit mise à table, toutes ces questions-là ne seront pas déjà résolues. Vous comprenez? Mais ce que moi j'essayais de vous faire comprendre tantôt, c'est que cette révision ou encore ce changement de la Constitution est plus évidente. D'après moi, je me dis que la Constitution aujourd'hui telle qu'elle se présente, elle ne répond vraiment pas aux aspirations de la population. Elle ne répond pas et elle ne permet pas au pouvoir public actuel de répondre favorablement, comment on appelle ça, de manière efficace aux problèmes de la population. J'ai évoqué un cas ici, nous avons perdu beaucoup de mois à mettre en place un gouvernement. Si on l'avait déjà fait depuis longtemps à cause d'une disposition constitutionnelle qui contraint les pouvoirs... Est-ce que c'est la disposition constitutionnelle alors que... Non, parce que quand vous dites ça, c'est sous cette constitution, je vous ai dit, il y a ces premiers... Oui, mais je vous ai dit que les contextes sont différents parce que c'est une d'ailleurs preuve qu'on est vraiment dans une véritable démocratie où on n'a pas un président de la République dictateur qui impose à la majorité au sein du Parlement que je vais faire ceci et la majorité gobe cela. Le président de la République est très démocrate, c'est-à-dire qu'il sait que le gouvernement doit être issu de la majorité au sein du Parlement. Et donc s'il y a des tractations qui sont tirées en longueur, qui prennent du temps, ne favorisant pas à ce que le gouvernement puisse être mis en place dans un délai raisonnable, la faute n'est pas vraiment... Alors une question à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, effectivement, ils sont très nombreux, nos téléspectateurs. Nous interagissons avec vous. Exactement. Ça, c'est M. Ilongo, Jean-Jacques. Alors, il dit « Bonjour, chers journalistes, je suis votre plateau avec beaucoup d'intérêt. Aidez-moi à poser la question à votre invité. Comment expliquer qu'un président légitime peut prêter serment d'investiture sur une constitution illégitime ? En ce qui me concerne, j'admets que la révision de la Constitution est constitutionnelle. Mais l'UDPS veut distraire la population congolaise pour ne pas faire attention à la situation de l'Est du pays. Voilà, vous avez cette question que vous a été posée. Oui, c'est que je pourrais, c'est M. Yves... M. Ilonga. M. Ilonga doit comprendre que c'est ça justement que nous voulons rectifier. Parce que nous avons hérité ça du pouvoir d'avant.
des présidents de la République qui prêtent serment sur des constitutions illégitimes, qui ont été élaborées par un pouvoir constitutionnel illégitime, qui a été promulgué par un président de la République illégitime. On a hérité ça hein, du pouvoir précédent. Et par la révision justement ou les changements de constitution, on doit changer ce genre de choses. Il vient d'ailleurs de me donner un argument. On ne peut pas continuer avec si la constitution est illégitime, et celui qui prête serment sur cette constitution aussi serait aussi illégitime. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la légitimité, les problèmes, c'est quoi? La légitimité, hein, on évalue la légitimité par rapport à la population. Vous comprenez? Par rapport au peuple. C'est lui qui prête serment, justement. Les présidents prêtent serment parce qu'il a été rendu légitime par le peuple. Son pouvoir vient des urnes, vient de la population. La population accorde au président de la République la légitimité. Et c'est cette population aussi la Constitution qui avait donné aussi la légitimité oui, voilà à cette pourquoi Constitution. Je vous dis que la procédure n'était pas bonne. La procédure n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que les pouvoirs constituants n'étaient pas légitimes. Il aurait fallu que cette même population puisse se choisir ses représentants qui étaient appelés à élaborer la Constitution. La population choisit ses représentants. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui est issue des urnes. Cette Assemblée nationale peut faire office de pouvoir constituant, élaborer la Constitution. Et là, on pourrait dire de cette Constitution qu'elle est légitime. Pourquoi? Parce que les pouvoirs constituants ou les personnes qui l'auront rédigée ont obtenu du peuple la légitimité. Oui, c'est un peu ça. Les présidents de la République, lui, est légitime, mais c'est seulement que la Constitution, elle, n'a pas de légitimité. Jean Cao, il dit « Votre invité parle d'une Constitution promulguée par un président illégal, mais il oublie que c'est la même Constitution qui a fait c'est que le président Félix Tshisekedi puisse accéder au pouvoir. Et il a même prêté serment sur la même Constitution. » et puis il a même demandé, il a même dit qu'il allait la respecter. Oui, je viens de ça c'est M. Jean Cao à partir de Chikapa. Exactement, je viens de répondre à cette question en disant même qu'il faut qu'on puisse arrêter avec cette habitude. Ce n'est pas puisque le président Tshisekedi hérite d'une constitution illégitime ou encore prête serment sur base d'une constitution illégitime, vous comprenez, qui n'a pas été élaborée dans 10h à Kinshasa, je vous reviens. Il doit laisser cette mauvaise habitude se pérenniser. Je vous reviens tout de suite. D'accord. Alors, 10h à Kinshasa, même heure à Matadi, 9h dans l'est de la RDC. 9h, plutôt 11h dans l'est de la RDC. Christian, la dernière livraison d'informations. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. En justice, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge dans l'affaire forage et lampadaires surfacturés. Selon le parquet, seul François Roubota, ancien ministre du Développement rural, et l'homme d'affaires Mike Kassenga sont devant la justice qui a ouvert lundi à la Cour des cassations à Kinshasa un procès dans cette affaire. Finances publiques en RDC, Judith Souminois et Jules Alingueté identifient des actions à mener pour garantir le succès du budget 2025. La première ministre a reçu les shérifs des finances publiques. Cette réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale en mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, était face à la presse pour confirmer la tenue du 6 au 13 novembre des États généraux de la justice. Il sera question d'aborder les problématiques de fond touchant aux réformes tant constitutionnelles que légales, a affirmé Constant Moutamba. 3500 participants sont attendus dans ces assises dont le go sera donné demain par le président de la République lui-même. Aux États-Unis, jour d'élection ce mardi 5 novembre, les Américains votent pour élire leur nouveau président de la République et aussi les nouveaux animateurs du Congrès. 2 candidats sont à la course pour la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris. Aucune fumée blanche pour l'un des candidats. Tout reste très serré pour l'heure, d'après les sondages. Le développement de tous ces titres, c'est donc dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué les raisons pour lesquelles il faut changer la Constitution. Et beaucoup de gens, ici, beaucoup de téléspectateurs, il y a ceux qui nous écrivent, même au niveau des Brazzaville, ils vont toujours dans le même sens. Parce que vous avez parlé de l'illégitimité de cette Constitution. Alors pour eux, ils trouvent que même les institutions ici seraient aussi illégitimes. Voilà pourquoi je reviens à ce que j'ai dit tantôt. La légitimité n'est pas à confondre avec la légalité. La légalité, c'est par rapport au texte. Mais la légitimité, c'est plutôt la population. Vous voyez, on acquiert la légitimité par la population, par voie d'élection, par exemple. Vous voyez. Et donc, lorsque on a un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, qui a fait un score comme celui-là de 73%, on ne pourrait pas dire de ces présidents de la République-là qu'il serait illégitime. Vous comprenez? Qui serait illégitime. Le président de la République est légitime parce qu'il tient sa légitimité de la population. Les institutions tiennent leur légitimité de récentes élections. Mais maintenant, le problème, c'est la Constitution. Vous voyez, la Constitution, elle, par exemple, elle n'a été validée que par la population, par un référendum. Mais la procédure aimerait que même l'Assemblée, les constituants, l'Assemblée ou encore les personnes qui seront habilitées à élaborer la Constitution, l'Assemblée qui sera appelée à adopter cette Constitution soit une Assemblée légitime, une Assemblée qui a été choisie, mandatée par la population. Or, avec la Constitution de 2006, ça n'a pas été le cas. L'Assemblée nationale, comme vous disiez, on dit l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République a promulgué. Vous comprenez? Et l'Assemblée nationale et le Sénat qui a adopté, est-ce des institutions issues des élections ou issues de la population? Non du tout, vous comprenez? C'est ça justement moi mon problème. Moi je veux que ces pays soient dotés d'une constitution qui sera totalement légitime, c'est-à-dire durant toute sa procédure, l'Assemblée, les pouvoirs constituants ou encore l'Assemblée, les constituants originaires soient issus de la population. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès sera appelé à adopter cette nouvelle constitution, soit issue de la population, et le président de la République également aussi, qui va promulguer cette nouvelle constitution, soit une émanation de la population. Vous comprenez? Et c'est vraiment, c'est pourquoi moi je suis en train de si beaucoup de nos téléspectateurs sont contre votre argumentaire, il y a un autre Charles Mvumbi. Lui, il va dans votre vision. Bonjour Jean-David, je suis très soulagé de l'intervention de l'invité. Je suis en Banzangungu et je vous suis 5 sur 5. Donc, sur ce qui concerne la révision constitutionnelle, je suis pour le remplacement total de cette constitution qui a montré toutes ses limites. Comme le président a annoncé cela, je suis dans l'obligation de me rallier à sa vision. Car n'oubliez pas, Jean-David, que dans le Congo central, il a été voté à 98%. Voilà. Jean-David, ce qui prouve que c'est une question, il y a des avis partagés. Et c'est quoi même la démocratie? J'ai toujours, il y a plusieurs définitions. Vous allez continuer, plusieurs définitions. Oui. C'est là où je vous ai arrêté, vous allez continuer. PNC Cagnolé. Monsieur Jean-David, pourquoi nos amis du pouvoir se comparent toujours au régime passé? Devons-nous comprendre qu'ils n'ont pas d'avenir à nous offrir? Pourquoi vous vous comparez toujours au régime de Kabila, alors que vous devez certainement faire vous devez écrire votre histoire. Allez-y. Vous êtes en train de parler. D'abord, par rapport à la première question ou encore au téléspectateur qui m'a soutenu, justement, je dis il y a des avis partagés. Et j'ai toujours aimé, il y a plusieurs définitions de la démocratie, mais j'ai toujours aimé celle que j'ai entendue de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Il disait que la démocratie, c'est aussi cette reconnaissance-là à la population de s'auto-déterminer. Vous comprenez? Si on n'arrive pas, nous les politiques, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais mettons cette question à la population, que la population puisse trancher, vous comprenez? Et c'est ça aussi la démocratie, d'où la beauté de la démocratie. Et à la deuxième question, je dirais, vous savez, on a toujours dit qui veut aller là, vous voyez, il faut savoir d'où l'on vient, où l'on est, pour savoir où l'on va. Vous comprenez? Si nous évoquons les régimes passés, c'est justement dans cette logique-là, pour montrer aux gens d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de mieux à offrir à la population, rassurez-vous d'ailleurs.
que les présidents de la République, le président Tshisekedi, à la fin de son mandat, vous allez convenir avec moi que ce sera le président qui aura beaucoup donné à la population, qui aura beaucoup fait pour la population. Et donc, ce n'est pas une question de manque de propositions ou encore de manque de politique à proposer par rapport à l'avenir de la population, mais c'est seulement qu'on essaye de nous faire voir d'où l'on vient, où l'on est aujourd'hui et où l'on va. Alors, maintenant, le président avait dit que ce n'est pas une urgence, la question. Voilà. Mais pourquoi vous voulez certainement presser la main du président? Non. Parce que lui, il a parlé que ce n'est pas une urgence. Et en plus de cela, il verra dans quelle mesure il pourra désigner une commission qui pourra élaborer un draft pour proposer. Et vous voyez, déjà vous lancez dans la campagne. Non, réfléchir sur la question ne veut pas dire que nous pressons la main du président. Nous réfléchissons en tant qu'intellectuels. Nous sommes appelés à les faire. Le président de la République évoque un sujet et ça suscite débat, vous voyez. Et l'effet pour nous de donner des arguments pour ou contre, ou pour cette pensée du président de la République ne veut pas dire que nous voulons forcer les choses. C'est seulement nous appeler. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un côté pédagogique que nous, les politiques, devons jouer. Le président de la République veut changer la Constitution, mais la population doit savoir pourquoi. Et c'est ça notre rôle, justement, alors, maintenant, de démontrer à la population allons-y maintenant, soyons maintenant beaucoup plus technique. Comment ça va se faire quand il y a changement de la Constitution? Toutes les institutions tombent, comment les choses vont se gérer? Vous ne voyez pas que ces vides-là pourraient profiter aux ennemis de la paix? Parce qu'une fois que vous annoncez les changements, toutes les institutions tombent. Ça sera pas un premier changement de la Constitution connu dans ces pays. Hein, on a eu une constitution. Ça, c'est une nouvelle constitution où le président est là, il est légitime. Alors que pour les autres, c'était des coups d'État et puis ils sont arrivés. La constitution de 1964 aussi était une nouvelle. 1964 était une nouvelle constitution. Mais qui n'a pas traîné. Vous n'allez pas parler de la longévité de cette constitution. Oui, aussi était une nouvelle constitution. La constitution de 1967 aussi était une nouvelle constitution. Vous voyez. Donc ça sera pas une nouvelle. Ça sera pas une nouvelle constitution. Ça sera pas, pardon. Un nouvel événement ou encore un fait nouveau. Qu'il y aura? Oui, voilà. Moi, je me dis que vous changez la Constitution, toutes les institutions tombent, les députés nationaux, le président lui-même aussi, il va tomber. Il y a toujours... Il va tomber, c'est ça. Non, là, vous devez organiser encore les élections. Voilà pourquoi il y a toujours ces périodes transitoires. Voilà, il y a toujours des périodes transitoires. Maintenant, il y a la faisabilité. La faisabilité, c'est que il y a un problème de moyens. On vient des élections de 2023. Jusque-là, les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Et n'oubliez pas, parce qu'il faut qu'on parle, parce que ceux de l'Est, ce sont nos frères. Okay. Ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas faire des choses comme si ils sont oubliés. Bon, vous nous aviez rassuré que non, d'ici la fin de l'année, ou bien d'ici 2028, la RDC sera pacifiée. Je vous dis. Voilà, oui, attendons. En attendant la pacification de la partie de l'Est, en attendant, parce que jusque-là, on est... Maintenant, la situation sécuritaire, ça risque encore de bouleverser les choses. Parce qu'en 1967, la situation sécuritaire n'était pas celle de 2024, d'ici là 2025. Oui. Alors, vous ne tenez pas compte aussi de ces paramètres-là, de ce contexte. Oui. Parce que quand je pose la question, vous me renvoyez toujours non, les contextes différents. Ouais. Mais ça aussi, c'est un contexte différent. On est tous d'accord que c'est une question qui a été soulevée par le président de la République et qui a été proposée par lui. Et vous tous, vous l'accompagnez. Je vous ai dit. Aujourd'hui, si le président dit que bon, je trouve l'inopportunité de changer la Constitution, je vais encore te recevoir, Scotty. Il dit que non, vous savez. Alors, vous allez faire les rétropédalages. Non. Comme d'habitude. Allez-y. Pas du tout. Je ne suis pas de ces gens-là. C'est une question qui a été soulevée par lui. Nous, déjà, il a pu dire tout ce que nous pensions tout bas. Vous voyez, nous, déjà, depuis, on avait l'habitude de réfléchir sur cette question-là. J'ai même vu des mouvements, avant que le président de la République puisse se prononcer, j'ai même vu des mouvements, des gens faire des marches par rapport à cela. J'ai vu des mouvements faire des marches par rapport au changement de la Constitution, avant que le président de la République puisse se prononcer. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une partie de la population, peut-être même majoritaire, qui pensait depuis qu'il était plus que temps de revoir notre Constitution ou encore de la changer carrément. Vous voyez un peu. Alors je disais que le président de la République, c'est le mieux informé de tous. Si aujourd'hui, il soulève cette question,
et que demain, il se disait être prêt de pouvoir matérialiser ces projets, je pense qu'il aurait réuni tous les nécessaires pour pouvoir les faire. Hein? Donc vous n'aurez pas à vous inquiéter par rapport à cela. Il maîtrise mieux que nous tous la situation du pays. Il connaît mieux que nous tous ce qui se passe à l'Est. Et donc, si demain il lui arrivait de se décider de matérialiser ces projets, rassurez-vous qu'il aura déjà en amont pris toutes les dispositions utiles pour cela, nécessaires pour cela. Voilà, donc pour vous, vous lancez sur les changements de la Constitution. Oui, mais je vais quand même passer un message au Allez-y, président. allez-y. Je regarde la caméra et je passe un message au président de la République en lui disant que nous avons foi en vous. Nous avons foi en vous, nous vous avons toujours soutenu. Je suis avec vous depuis l'opposition. Aujourd'hui, vous avez accédé au pouvoir. Je suis toujours là à vous soutenir, même si nous n'avons jamais bénéficié de cette élévation personnellement. Mais les soucis pour nous, Monsieur le Président de la République, c'est que vous puissiez vraiment vous atteler sur les problèmes de la population. La population, elle souffre vraiment. Même si nous, qui vous avons accompagné depuis l'opposition jusqu'à ce jour, n'avons toujours pas bénéficié de votre élévation, nous vous demandons quand même de vous atteler sur les soucis de la population, parce que les social de la population, ça ne va pas. C'est ça la priorité. Vraiment, oui, ça ne va pas. Au lieu de proposer au président les changements de la Constitution. L'un n'exclut pas l'autre. Allez-y au niveau du social. L'un n'exclut pas l'autre. Vous êtes là, vous aviez dit depuis que vous l'avez accompagné. Moi, je vous connais, oui, voilà. Scotty. Vous êtes là un jeune que j'ai encadré à l'UPC. Aujourd'hui, vous êtes là. Donc, depuis l'UPC, depuis 2011 que je suis dans ces combats, dans l'opposition, aujourd'hui, nous avons accédé au pouvoir. Le journaliste Jean-David Kilolo m'a toujours posé la question, pourquoi jusque-là, toi, tu ne t'es toujours jamais retrouvé? Il sait ce qui a toujours été ma réponse, c'est que si la population, la majorité de la population se retrouve, c'est déjà bien. Peu importe que ce soit moi qui me retrouve ou pas, qu'il soit aux affaires ou pas, c'est pas ça l'important. Voilà pourquoi je lance vraiment ces messages forts au président. Ces messages vous viennent d'une personne qui a combattu avec vous, le régime Kabila, qui a été gazé, qui a été arrêté, qui a été tabassé. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir, mais c'est sur nous que votre gestion, ou encore les retombées de votre gestion, la critique sur votre gestion tombe. Toutes ces personnes que nous avons convaincues de voter pour vous viennent vers nous pour nous dire, votre président, celui-là à qui vous nous avez demandé de donner nos voix, pourquoi est-ce que ceci ne marche pas, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes toujours appelés à nous justifier par rapport à cela. Alors s'il vous plaît, Monsieur le Président, je vous le prie en tant que concitoyen et aussi en tant que votre fidèle soldat de voir la souffrance de la population et de faire de votre possible afin de pouvoir... Voilà, merci beaucoup, Monsieur Guy Opoya. Monsieur Guy Opoya, vous nous suivez, je pense, à partir de Congo-Brazzaville. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Guy Opoya. Voilà, merci. Merci, Scotty. C'est moi qui vous remercie. Scotty Madimba. N'hésitez surtout pas. C'est-à-dire, on est là pour recevoir toutes les tendances, ceux qui veulent la révision, ceux qui veulent aussi, ceux qui sont contre la révision. Parce que nous n'allons pas continuer à recevoir que les anti-révisions ou les pro-révisions. C'est qu'on le reçoit. Chacun donne le point de vue. Le peuple est en train de suivre, surtout les téléspectateurs. Merci. Merci.